Alors bonsoir et bienvenue à tous pour cette grande finale de rhétorique qui marque la fin d'une année particulière à l'ICES, puisque c'est la première où il y a eu la création d'un club de rhétorique, d'un vrai club de rhétorique. Nous allons revenir très rapidement sur le bilan de cette année. Donc 5 à 6 séances de rhétorique avec des sujets assez variés, des gagnants différents à chaque fois, plusieurs conférences. Vous avez été notamment nombreux à assister à celle de M. Pomès, vous étiez plus de 100 étudiants. Et des nouveautés comme la simulation d'un procès devant la Cour pénale internationale, qui était le mois dernier. Donc je tiens ce soir à remercier le jury, et plus particulièrement M. Vonville et Bernard qui ont participé aux séances de rhétorique dans l'Agora au fil de cette année. Et je vais laisser la parole à M. Yannick David, directeur du département droit, qui va expliquer pourquoi le choix du sujet de ce soir, à savoir les femmes sont-elles des hommes. Bien. Donc quelques mots pour présenter cette grande finale du concours de rhétorique. C'est vrai que lorsque le BDE a décidé, s'est lancé dans cette affaire, on était très favorable. Je crois que notamment au sein des départements droit, alors pas exclusivement, mais c'est vrai qu'il y a une tradition au sein des départements droit de cultiver cet art de la rhétorique. On s'inscrivait dans cette tradition et c'était bien. Moi, pour ma part, j'ai eu l'occasion de participer à une séance, et c'est vrai que j'y ai pris beaucoup de plaisir. C'était cette simulation d'un procès devant la Cour pénale internationale. Une petite pensée pour Eric Pomès ce soir, parce que c'est vrai qu'il aurait souhaité être parmi nous. Il est pris par d'autres obligations. Mais il a porté un petit peu cette affaire, je sais, avec Guillaume et puis Martial Vonville. Donc merci à vous de les avoir accompagnés pendant toute cette année, parce que je crois que c'est nécessaire d'avoir un squelette quand on veut une bonne musculature. Le sujet, les femmes sont-elles des hommes? Alors n'y voyez aucun sujet polémique lié à une quelconque actualité. Je m'explique des fois qu'il y aurait des journalistes de Ouest France. C'est très simplement, Guillaume le sait très bien, un sujet qui tombe très régulièrement au moment des examens d'entrée au CRFPA, Centre régional de formation à la profession d'avocat. Dans le cadre de cet examen, il y a l'exercice dit du grand oral, et parmi les sujets, il se trouve que depuis peut-être 20 ans, il y a ce sujet, les femmes sont-elles des hommes? Bien. Alors, pourquoi ce sujet? Parce que nous avons considéré que c'était un sujet qui pouvait être abordé par différents angles, avec différentes perspectives. Bien sûr, une perspective juridique, c'est peut-être celle que nous aurons le plus ce soir, je ne sais pas. Une perspective philosophique, une perspective sociologique, et pourquoi pas une perspective liée à l'actualité, je ne sais pas. En tout cas, je crois que c'est un sujet qui peut vraiment être trituré, malaxé, qui constitue une bonne pâte. Maintenant, on va vous laisser libre à vos errances intellectuelles. Merci Camille. Le prochain candidat avait remporté la séance de rhétorique sur le droit d'ingérence. Il est étudiant en 2e année de droit, Baptiste David. Était là. Alors je vous fais accueillir Baptiste David. Bonsoir à tous. Il y a deux chemins pour traverser la vie. Le chemin de la nature et le chemin de la grâce. La grâce ne recherche pas sa propre satisfaction. Elle accepte d'être ignorée, oubliée, rejetée. Elle accepte les insultes et les coups. La nature, elle, ne pense qu'à sa propre satisfaction et convaincre les autres d'y œuvrer. Elle aime les traiter avec arrogance, imposer sa volonté. Elle trouve des raisons d'être malheureuse quand le monde rayonne autour d'elle, quand l'amour sourit à travers toute chose. Dans son film « L'arbre de vie », Terrence Malick propose un prologue dans lequel une mère évoque les deux éléments fondateurs de l'humanité. L'homme comme représentant de la nature et la femme comme ambassadrice de la grâce. Par là, Malick met le doigt sur la raison de cette dualité humaine, la différence. Qui sont ces femmes? Ce sont nos mères, nos sœurs, nos épouses ou encore nos amies. Qu'ont-elles de plus que les hommes? Tout simplement,
elles donnent la vie. Ainsi, en donnant la vie, elles sont conscientes de sa valeur et de sa fragilité. D'où une sensibilité féminine que l'homme ignore. Cette douceur féminine a conduit à des abus, faisant dans certains cas de la femme une victime. Victime de Roland Madgar qui disait dans son sketch « Féminin-masculin, mode d'emploi », elle, c'est la bouffe, la cuisine, alors que nous, c'est le café dans le fauteuil avec le journal. Victime d'Hubert Monisseur de la Batte, quand il parlait de porter quelque chose de lourd. Ou encore, des dictons, victimes des dictons, comme celui qui annonce que quand les hommes accoucheront, les femmes penseront. Ces manques de considération ont entraîné une émancipation de la femme, afin que celle-ci puisse trouver une place digne dans la société. Les femmes d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Les femmes d'hier portaient des jupes, aujourd'hui elles aiment les pantalons. Les femmes d'hier portaient des colliers de perles, aujourd'hui elles sont tatouées. Les femmes d'hier buvaient du thé, celles d'aujourd'hui refusent rarement une bonne bière fraîche. Les femmes d'hier se disent au foyer, alors que celles d'aujourd'hui se préfèrent actives. Mais ces changements font-ils de ces femmes des hommes? Si ce changement a eu lieu, c'est afin que les femmes puissent trouver une place dans notre société. Certes, les femmes sont souvent plus petites, plus bavardes, plus jalouses ou plus secrètes, mais elles sont aussi à l'écoute, disponibles, aimantes. Alors homme, lève-toi. Comme le dit le dicton, homme sans femme, corps sans âme. Bats-toi. La femme n'est pas un homme, elle le révèle. Ce n'est pas une similitude qui les unit, mais une complémentarité. Une chose nécessaire que l'on ne peut supprimer. Dans une société où le plaisir guide tout, arrêtons de jouer. Arrêtons de céder aux caprices. Arrêtons de remettre en cause, jour après jour, les fondements d'une société qui vacille. Arrêtons de vouloir tout changer, de vouloir tout renier. Car cette dualité que connaît l'humanité est belle, et nous devons vivre avec cette beauté, la contempler et la chérir. En tant que philosophe, Simone Weil le disait, l'instruction devrait avoir pour objet essentiel de nous sensibiliser à la beauté du monde. Que fait l'instruction aujourd'hui? Elle renie le genre humain en avouant que le sexe n'est pas définitif, ou pire encore, que l'identité sexuelle n'existe pas. Ne supprimons pas cette beauté. Une femme est une femme, et le sera toujours, car il n'y a rien de plus beau que de dire « Femme, je vous aime ». Merci beaucoup pour cette prestation. Le prochain candidat est étudiant en licence 2 éco, licence 2 droit éco, pardon. C'est Pierre Martin, je vous prie de l'accueillir. Merci Paul. Messieurs, dames, les membres du jury, messieurs, dames, les membres du public, chers amis. Les femmes sont-elles des hommes? La question qui nous réunit ce soir peut paraître, au premier abord, d'une étrangeté significative. Cependant, après une réflexion plus longue, elle apparaît tout à fait légitime. La femme est définie comme l'être humain de sexe féminin. Dans un corollaire assez logique, l'homme est défini comme un être humain de sexe masculin, à contrario de la femme bien sûr. Mais l'homme peut aussi être défini, chacun de vous le sait, avec un grand H. Dans ce cas-là, l'homme définit l'ensemble des êtres appartenant au genre humain. On peut donc se demander, se poser la question, les femmes appartiennent-elles au genre humain? C'est-à-dire homme avec un grand H. Malgré les connaissances scientifiques limitées que sont les miennes, il me paraît difficile, voire impossible de nier que la femme appartient au genre humain. Essayons donc de comprendre cette question avec d'autres êtres. Par exemple, les animaux. C'est parti. Les chiennes sont-elles des chiens? Les brebis sont-elles des moutons? Les biches sont-elles des cerfs?
Les réponses à ces questions paraissent évidentes. Non. Mais il faut, dès à présent, le démontrer. Aussi, on peut essayer de retourner la question. Les hommes sont-ils des femmes? Dans ce cas, je dis à Monsieur David, qui a donné le sujet ce soir, que Sacha Guitry disait « Les juristes portent des robes pour mentir aussi bien que les femmes ». Monsieur David, je vous laisse y réfléchir. Pour revenir à des propos plus sérieux, la question la plus pertinente que fait apparaître le sujet de ce soir est la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes sont-elles les égales des hommes, comme l'ont suggéré de nombreux mouvements féministes, de Simone de Beauvoir en 1949 aux chiennes de garde, en passant bien sûr par le mouvement de libération de la femme, le MLF, dans les années 60. Bien sûr, loin de moi l'idée de remettre en cause ces organisations protégées par un égalitarisme exacerbé et un droit de l'hommisme bien pensant qui définit aujourd'hui notre société. Mais regardons davantage les revendications et même les victoires de ces différents mouvements. Les premières revendications sont aussi les premières victoires donc au XXe siècle, par exemple le droit de vote ou la fin de l'incapacité de la femme mariée en 1938. Monsieur Ponville connaît ce sujet par cœur. Toutes ces victoires gagnées par les féministes ne sont-ce pas plus que des égalités, des libertés? Je pense que si. Certes, les hommes avaient ces droits, le droit de vote, par exemple, avant les femmes. Mais le fait que les femmes obtiennent ce droit de vote après, font-elles d'elles les égales des hommes? Je ne crois pas. La deuxième vague des mouvements féministes dans les années 60 a fait apparaître des mouvements plus développés du féminisme. Les femmes se veulent désormais les égales des hommes. Pas seulement en droit, hein. Elles se veulent les égales. Ah oui, pardon. Les égales des hommes. Cependant, il faut regarder. Prenons par exemple l'avortement, symbole de plus de 15 ans de militantisme en France et légalisé en 1975. Le sujet ici n'est pas de dire que l'avortement est bien ou mal, sujet trop large pour être traité en si peu de temps. Cependant, le fait qu'on n'ait encore jamais vu un homme avorter prouve que ce n'est pas la loi Veil qui a rendu les femmes plus égales aux hommes. Cependant, on peut dire que la loi Veil a fait apparaître une liberté nouvelle pour les femmes. Que cette liberté soit bonne ou mauvaise, ce n'est pas le sujet. Néanmoins, aujourd'hui, les mouvements féministes continuent de prôner l'égalité de la femme par rapport à l'homme. On a donc des mouvements sympathiques, comme les chiennes de garde que je citais tout à l'heure, ni pute ni soumise, ou encore la barbe. On peut en citer un dernier, un peu plus récent, les fémènes. Quoi qu'on peut dire que ces dernières ont cependant prouvé qu'elles pouvaient, par leur violence, égaler bien des hommes. Ces désirs d'égalité, même s'ils l'écartent parfois, mènent rapidement à un militantisme dévoué à la théorie du genre, qui revient à nier le genre et l'orientation que le genre et l'orientation sexuelle sont déterminés génétiquement. Cette théorie revient à dire que nous sommes tous égaux. Grands, petits, forts, moins forts. Que nous sommes tous égaux, c'est-à-dire standardisés, dans la même masse. Alors qu'on sait que c'est bien sûr l'individualisme qui a prouvé, par ses libertés de choix, de penser, de faire, ses aspirations naturelles vers l'excellence. Au contraire de l'égalitarisme, bien sûr. Pour en finir, je reprendrai la question initiale. Les femmes sont-elles des hommes? Bien sûr, je réponds non. Les femmes sont des êtres humains de sexe féminin par opposition aux hommes. Et les femmes ne sont surtout pas les égales des hommes. Je ne dis pas que les hommes sont meilleurs que les femmes ou que les femmes sont meilleures que les hommes. Je dis que les femmes sont différentes des hommes, que les hommes sont différents des femmes. Cette différence est à préserver, tout comme l'égalité. Rien ne doit empêcher une femme d'être meilleure que les hommes dans un domaine précis si elle en a les capacités. Rien ne peut empêcher un homme
d'être le meilleur dans ce domaine s'il en a les capacités. Enfin, je finirai par une note très heureuse, notamment au vu de l'actualité très récente, en me réjouissant de l'inégalité entre les femmes et les hommes, car de ce fait, les femmes auront toujours besoin des hommes, et fort heureusement, puisque ce sentiment est réciproque. Merci beaucoup. Merci Pierre. Le dernier candidat, vous le connaissez tous, responsable de l'Agora, Loïc Fleury, qui je le remercie d'ailleurs pour avoir animé toute cette année le club de rhétorique. C'est à toi. Je ne sais pas pourquoi l'Agora a été concordance politique. Le jour de l'inauguration, c'était le jour de l'ouverture de l'UDI. Je me souviens parce que M. David nous a imité Jean-Louis Borloo d'une façon absolument magistrale. Et puisque Camille faisait référence, oui, la loi vient d'être votée, alors 322 pour. Alors, le sujet de ce soir, les femmes sont-elles des hommes? Mesdemoiselles, messieurs, madame, le jury est fort lotartaire, vous l'aurez remarqué. Les femmes sont-elles des hommes? Non, et c'est sans doute là leur plus grande qualité. Non pas qu'affirmer le contraire serait faire l'apologie de la théorie du gender, mais au-delà de la différence biologique, force est de constater qu'hommes et femmes ne se valent ni en économie ni en politique, puisque les hommes, forts de leur caractère brut et grégaire, ont passé leur temps à se déclarer la guerre. De Clovis à Hitler, en passant par Napoléon, bon nombre d'hommes sont responsables de millions de morts, et d'ailleurs n'hésitent pas à s'en vanter. N'est-ce pas Napoléon lui-même qui déclara de Clovis au comité de salut public « J'assume tout ». Clovis, Napoléon, Robespierre, Hitler, Mussolini, Staline, Pol Pot, Kim Jong-il, tous ces noms sont masculins et empreints d'un ego surdimensionné. Connaissons-nous seulement un seul dictateur féminin? Je ne suis même pas sûr que le mot dictatrice soit valide en langue française. Alors, quel rôle pour la femme? Malheureusement pour nous, messieurs, l'histoire et la politique démontrent que l'intervention des femmes sont rares mais salutaires. En mythologie tout d'abord, n'est-ce pas Antigone, fille d'Oedipe, qui fut la première à s'élever contre la loi des hommes qu'elle jugeait injuste? Vers l'an 1000, c'est Lady Godiva qui traverse nue à cheval les rues de Coventry en Angleterre afin de convaincre son mari de diminuer les impôts qu'il prélevait pour financer ses campagnes militaires. Le scandale pour l'époque a alors au moins le mérite d'être efficace. Oui, M. Schweitzer n'est pas là aujourd'hui, je me dis que c'est pas plus mal, il aurait pu s'inspirer, on voyait les filles de l'ICES sur les Champs-Élysées. Au milieu du XVe siècle, c'est Jeanne d'Arc qui boucle les Anglais hors de France. Quand la pucelle d'Orléans fait la guerre, elle la fait bien. À la Révolution française, Olympe de Gouges laisse un héritage politique majeur en tant que première féministe. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter sur la tribune, écrit-elle. Les révolutionnaires lui donneront au moins raison sur le premier point. Au milieu du XXe, c'est Rosa Parks, une femme, encore une, qui déclenche la lutte politique contre la ségrégation en refusant de se laisser sa place dans un bus à un homme blanc. Dès 1979, c'est Margaret Thatcher qui montre aux hommes politiques ce qu'est la politique, prenant les commandes d'un pays dans le gouffre économiquement. La dame de fer privatise avec succès, diminue les impôts, attaque la dépense publique, rembourse la dette, maîtrise l'inflation, gagne une guerre et casse les syndicats. La voleuse de lait, pas n'importe qui en politique. Les privatisations, notamment celle de British Airways, sont un succès retentissant. La City explose. Le nombre de détenteurs d'actions au Royaume-Uni passe de 3 millions en 1980 à 11 millions en 1990. Vendant les logements sociaux, elle fait des Anglais une nation non pas de boutiquiers, mais de propriétaires. Thatcher, croisant le fer à la fois contre la monnaie unique et le rideau de fer, s'illustre dans ce que doit être la politique. Des idées, sinon rien, pas de compromis, pas de consensus. La politique est devenue femme alors que la lâcheté est restée masculine. La dame de fer décédée, c'est à la chancelière de fer de lui succéder. Merkel contre l'Europe, c'est une femme contre des hommes encore une fois trop lâches pour maintenir les budgets à l'équilibre. Grâce à Merkel, les Allemands rachètent leur dette historique. La cigale dit non à la fourmi et évite ainsi la catastrophe économique que serait la dette pour tous. Une question subsiste. Suis-je trop optimiste? Suis-je impartial? Oh, rassurez-vous, mesdames, vos défauts sont connus. Pour exemple, ce sont bien les travaux de Marie Curie qui déboucheront sur la guerre atomique ou, avec un peu plus d'humour, c'est la chute d'Agnès Blanco qui traumatisera des générations d'étudiants en droit.
On ne le dit pas assez souvent, mais c'est Agnès Blanco qui est à l'origine de tout. Agnès, nous te maudissons. Je n'ose alors vous parler d'Édith Cresson qui ruina l'image de la femme en politique. Je ne saurais dire si la politique a un sexe, mais il est évident que nous gagnerons plus à laisser un peu plus de place à la femme. Non pas en raison d'une parité forcenée, mais bien parce que la concurrence, la compétition donc, des sexes ne peut déboucher que sur le bien. Non, les femmes ne sont pas des hommes, et c'est là leur plus grande qualité. Non, les hommes ne sont pas des femmes, et c'est également là leur plus grande qualité. Cela dit, messieurs, et il est temps pour moi de conclure, à la différence, l'amour de la femme ne vous perdra pas, à la différence de leur amour pour l'argent. Comme le disait si justement Sacha Guitry, il y a celles qui vous disent qu'elles ne sont pas à vendre et qui n'accepteraient pas un centime de vous. Ce sont généralement celles-là qui vous ruinent. Je vous remercie de votre attention. Félicitations à tous les candidats. J'aurais une question et deux remarques. Question, c'est quoi la barbe comme mouvement féministe? Rapidement, c'est juste pour la culture personnelle, hein, je crois, une démonstration. Alors, la barbe, ça a été inventé juste pour ce soir. Non, c'est pas vrai. La barbe, c'est un mouvement féministe. Donc, c'est des femmes qui, en signe contestataire d'une intelligence extrême, se mettent une fausse barbe, en fait, pour se faire passer pour des hommes. Malheureusement, je ne pourrais pas vous en dire plus. Je ne suis pas adepte. Voilà. Ensuite, deux remarques. Autant je vous suis pour mettre dans le même sac Napoléon Bonaparte, Hitler, Staline et Pol Pot, autant je conteste la présence de Clovis. Voilà. Et puis enfin, oui, non, mais je parle en vrac, hein, tous les orateurs. Enfin, c'est vrai qu'un témoignage, en général en politique, les femmes sont beaucoup plus courageuses que les hommes et elles défendent davantage leurs idées. Moi, je le constate au quotidien. Donc rien que pour ça, merci mesdames. Voilà. Alors, félicitations à tous les candidats. À présent, le jury va délibérer, comme vous voulez. Donc un podium de 3 personnes. Pendant ce temps-là, j'en profite pour vous signifier que l'année prochaine, à partir de septembre, on va créer l'association l'Agora, qu'on va distinguer du BDE pour lui donner un peu plus d'importance et assurer en quelque sorte sa pérennité, c'est de la rendre indépendante vis-à-vis du BDE. Voilà. Tu veux dire un mot peut-être ? Oui, alors comme Paul vient de vous le dire, on va tenter de créer une association, enfin on va pas tenter, on va faire une association de l'Agora. Cela dit, alors on est 2 à rester ici en master, on aura quand même besoin de volontaires, s'il y a des L1, des L2, des L3 qui sont partants, quelle que soit leur filière, pour nous aider avec l'Agora. On va essayer de faire vraiment quelque chose de bien. Je ne sais pas si vous connaissez dans les grandes écoles de commerce ou même à Sciences Po, il y a des grands clubs de rhétorique qui sont sponsorisés, ou même au niveau de la conférence, il y a des personnes assez prestigieuses, enfin connues qui viennent, donc on va essayer de mettre ça en place. Une chose est sûre, ça ne se fera pas sans aide. S'il y a des volontaires, n'hésitez pas. Voilà, merci. Qui est chargé d'annoncer le nom des... Bien. Alors déjà, un petit commentaire sur le sujet. C'est vrai que c'est un sujet que les juristes nous connaissons, je vous dis dans un autre contexte, et en général, il est traité, ce sujet, avec le prisme droit et libertés fondamentaux, c'est vrai, et notamment, et bien sûr, peut-être l'égalité des sexes en termes de droit du travail, et puis en termes de droit de son corps, d'utilisation de son corps. Là, on l'a vu avec un traitement un peu différent, en tout cas très sympathique, et nous tenons à féliciter les 5 candidats, parce que c'était de très bonne qualité, à la fois sur le fond et sur la forme. Sur la forme, avec un souci
de soigner la prestation oratoire, et puis sur le fond avec de véritables recherches, à la fois littéraires, philosophiques, juridiques. Donc vraiment, bravo à vous, parce que vous aviez peu de temps, parce que de mémoire, j'ai donné le sujet il y a quelques jours, fin de semaine dernière. Il y a bien Fleury qui paniquait et qui tournait autour de mon bureau, il dit quand est-ce qu'il va donner le sujet, quand est-ce qu'il va donner le sujet. Donc ça montre aussi une certaine réactivité, et c'est bien, donc bravo. Ensuite, c'est vrai qu'il est toujours délicat de classer lors de telles prestations, surtout que là, nous avons eu 5 prestations de qualité, mais maintenant, nous ne sommes plus à l'école des fans, donc il me semble qu'il faut classer, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Voilà. Ouais. Alors, en termes de critères qui nous ont amenés à faire ce choix, il y avait, c'est vrai, la qualité de la prestation orale, notamment nous avons tenu compte de la lecture ou non des notes, de l'attachement ou non aux notes. Ensuite, il y avait la construction de la prestation et puis la diversité des sources utilisées. Bien, c'était les 3 critères. Une fois que nous avons dit cela, eh bien, je vais procéder à la lecture du classement. Alors, arrive en 5e position Camille Grasset. Bravo, parce que c'est vrai que votre travail est de qualité, avec notamment des approches très scientifiques. Arrive en 4e position Morgane Bernis. Également un travail de qualité. Et si j'osais, c'est là la démonstration que les femmes ne sont pas des hommes, puisque les hommes occupent les 3 premières places. Je me fâche avec toute la gente féminine de la Le jury était majoritairement masculin, comme vous l'aurez remarqué. Donc ceci explique peut-être cela. Peut-être. Arrive en 3e position Loïc Fleury. Bravo également. Ensuite, les 2 premiers. Donc en 2e place, Baptiste David. Bravo. Et donc par déduction, the winner is Pierre Martin. Alors tu gagnes le trophée de l'excellence oratoire de l'ICES et un chèque aussi qui a été offert par le département droit de l'ICES de 50 €. Voilà. Donc félicitations. Félicitations. Alors, si je peux juste dire un tout petit mot, je voulais non seulement évidemment féliciter les candidats de ce soir, mais également tous ceux qui, au cours des séances précédentes, ont participé et ne sont pas présents ce soir. Et je pense, je ne les citerai pas tous évidemment, mais je pense à M. Sabatier qui doit être pris dans des activités militantes, me semble-t-il, voilà, cet après-midi. Vraiment, la grande qualité de cette entreprise, n'est-ce pas, de ce concours de rhétorique, c'est tout simplement déjà le fait que ça a duré. Il y a eu des couacs, il y a eu des jours ou des discours qui ont été plus ou moins, je dirais, réussis. Il est évident que le simple fait que ça ait duré tout au long de l'année, qu'il y ait eu cette persévérance à l'organiser, me paraît déjà une véritable victoire et j'ose espérer vraiment que cela continuera l'année prochaine et qu'il y aura de plus en plus de candidats pour s'entraîner à cela. Voilà, en tout cas bravo aux gens du BDE qui ont eu le courage, l'idée de le monter et le courage de le maintenir. C'est surtout ça. Voilà. Merci effectivement au BDE de sa persévérance. Et puis je crois que c'est M. Fleury qui s'occupait de ça, en fait. Donc merci spécialement à lui.
Et vous serez encore l'année prochaine pour manager le truc? D'accord, parfait. Bon, bah, bravo.